Aujourd'hui, nous allons explorer le Kremlin, célèbre forteresse de la place Rouge à Moscou, et ses mystérieuses étoiles rouges sur les tours. Alors, lancez le générique. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. C'est essentiel, car YouTube recommande nos vidéos et la chaîne grandit. Comme toujours, notre accord. Si cette vidéo vous plaît, partagez-la avec au moins un de vos amis qui aime aussi l'histoire militaire. D'accord ? Allons-y. Le Kremlin est une forteresse située au centre de Moscou. C'est le siège du gouvernement russe et c'est probablement le site touristique le plus célèbre de Russie. Le terme Kremlin signifie forteresse à l'intérieur d'une ville. En réalité, il existe des dizaines de Kremlins disséminés dans toute la Russie. Ainsi, ce Kremlin devrait être appelé le Kremlin de Moscou, mais pour simplifier, on l'appelle simplement le Kremlin. Sa construction initiale fut l'œuvre du prince Youri Dolgorouki, de la dynastie Rourike, aujourd'hui reconnu comme le fondateur de Moscou. Il a construit un mur en bois qui a fini par être détruit par les envahisseurs mongols en 1237. Mais ensuite, un nouveau mur en chêne a été construit en 1339. Ce mur a duré jusqu'en 1485, lorsque le grand prince Ivan III ou Ivan le Grand a engagé plusieurs architectes italiens pour construire de nouveaux palais et des murailles pour le Kremlin. Parmi ces architectes se trouvait Pietro Antonio Solari, qui fut chargé de la construction des murailles et de leurs magnifiques tours. Entre 1485 et 1493, il a construit toutes les tours qui donnent accès à l'intérieur du Kremlin, ainsi que plusieurs autres qui gardent les murailles. Les nouvelles murailles de Solari protégeaient un terrain de 275 000 m² sur leurs 2235 mètres de longueur. La muraille atteignait de 5 à 19 mètres de hauteur et son épaisseur variait de 3,5 mètres à 6,5 mètres. Au total, le Kremlin compte 20 tours, dont 19 sur les murailles et une à l'intérieur, la tour du clocher d'Ivan le Grand. Après la construction, il a été décidé qu'aucune autre construction ne serait permise dans un rayon de 30 mètres autour du Kremlin. C'est ici qu'Ivan IV, dit Ivan le Terrible, fit construire la célèbre cathédrale Saint-Basile en 1561. Lorsque le fils d'Ivan le Terrible, le tsar Fiodor Ier, est mort sans laisser d'héritier en 1598, il a mis fin à la dynastie Rurik, qui avait contrôlé la Russie pendant 800 ans. Ainsi, le pays est tombé dans ce qu'on appelle le temps des troubles, une période de nombreuses crises internes et d'une guerre incroyable contre la Pologne, qui a vu les Polonais envahir Moscou et occuper le Kremlin pendant 2 ans, de 1610 à 1612. L'ordre n'a été rétabli qu'après l'expulsion des Polonais et l'élection du jeune Mikhaïl Romanov comme nouveau tsar de Russie, en 1613. Ce serait le début de la période dite impériale de la Russie, au cours de laquelle les frontières du pays furent considérablement élargies, atteignant à peu près la taille qu'elles ont aujourd'hui. Comme symbole de la consolidation de leur pouvoir sur la Russie, les Romanov firent forger en cuivre 4 grandes aigles à 2 têtes, leur blason afin d'être placés au sommet de chacune des 4 tours qui donnèrent accès à l'intérieur du Kremlin. Ces tours étaient Spasskaya, Nikolskaya, Troïtskaya et Borovitskaya. En 1682, le jeune tsar Pierre Ier futur, Pierre le Grand, dut fuir le Kremlin lors de la révolte de Moscou. Il chercha refuge sur la mer Baltique et y fonda sa nouvelle capitale, Saint-Pétersbourg. À cause de mauvais souvenirs d'enfance, Pierre n'a jamais apprécié le Kremlin et l'a relégué durant le reste de son règne. Saint-Pétersbourg, appelé alors Pétrograd, fut la capitale de l'Empire russe jusqu'à la Révolution de 1917. Cependant, tous les couronnements des tsars continuaient à se tenir traditionnellement dans le Kremlin. La forteresse est restée pratiquement abandonnée jusqu'en 1773, lorsque la tsarine Catherine la Grande a commandé un nouveau palais luxueux à l'intérieur, qui est aujourd'hui utilisé comme siège du Sénat russe. En 1812, Napoléon Bonaparte envahit la Russie et occupe Moscou en septembre. La ville étant pratiquement abandonnée, ses troupes ont occupé le Kremlin. À cette époque, la principale entrée de la forteresse était la tour Spasskaya,
celle-là même célèbre qui possède l'horloge donnant les 10 coups, marquant le début du défilé de la victoire, sur la place rouge, qui a lieu chaque année le 9 mai. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur le jour de la victoire, clique sur cette vidéo ici. C'était une tradition que toute personne entrant par la tour Spasskaya fasse le signe de croix, enlève son chapeau et descende de cheval. Un acte de respect envers le tsar. Apparemment, Napoléon a refusé de le faire et, en passant par la tour Spasskaya, son cheval s'est, d'une manière ou d'une autre, effrayé, s'est cabré et a fait tomber son chapeau par terre. Ce n'était que le début de la malchance de Bonaparte. Un mois plus tard, il dut abandonner Moscou, incendié par les troupes fidèles au tsar Alexandre Ier. Furieux, Napoléon a ordonné la destruction du Kremlin avant de quitter la ville. Ils ont réussi à détruire plusieurs parties des murailles et des tours. Cependant, la pluie, qui tombait sans cesse, a détrempé les mèches et les dégâts ont été bien moindres que prévu. Ensuite, le Kremlin a été entièrement restauré de 1816 à 1819. Puis il a peu changé jusqu'à la révolution communiste de 1917. Le 15 mars 1917, le dernier tsar de Russie, Nicolas II a dû abdiquer, consolidant la révolution de février. Un gouvernement républicain provisoire, toujours dominé par d'anciens aristocrates russes, a été instauré à sa place. Ce gouvernement a subi plusieurs défaites sur le front de la Première Guerre mondiale, et sa base de soutien a rapidement été érodée. Cela a ouvert la voie à la Révolution d'octobre, qui fut un coup d'État dans le coup d'État mené par les communistes Vladimir Lénine et Léon Trotsky, qui ont alors pris le contrôle total du pays à partir de ce moment-là. L'une des premières mesures de Lénine a été de transférer la capitale à Moscou, afin d'éloigner définitivement la nouvelle Union soviétique de l'ancien héritage tsariste de Saint-Pétersbourg. Et cela incluait de reprendre le Kremlin comme siège du gouvernement. Lénine a choisi le palais du Sénat comme résidence. Un autre personnage de la photo montrée plus tôt, le super Joseph Staline, qui gagnait alors en importance au sein du parti, a aussi vécu là-bas. Dès son arrivée au Kremlin, Lénine s'est plaint qu'il fallait retirer les aigles des Romanov au sommet des tours. Mais à cette époque, il avait des problèmes plus urgents à régler, comme assassiner la famille royale russe et gagner la guerre civile russe. Il n'y parvient qu'en octobre 1922, lorsqu'il consolide enfin son pouvoir dans le pays. Sauf qu'à cette époque, sa santé était déjà très affaiblie, et il est décédé moins d'un an et demi plus tard, le 21 janvier 1924. Son successeur, Joseph Staline, a ordonné l'embaumement du corps de Lénine et la construction d'un mausolée pour lui près des murs du Kremlin, entre les tours Spasskaya et Nikolaïevskaya. Pris par d'autres problèmes, Staline ne s'est penché sur la question des aigles Romanov qu'en 1935. Cette année-là, il a décidé de remplacer les anciens symboles tsaristes par les nouveaux symboles communistes soviétiques, c'est-à-dire l'étoile à 5 branches et l'insigne de la faucille et du marteau. La symbolique est un aspect très important pour tout régime, et les communistes prenaient cela très au sérieux. Nous allons expliquer. L'étoile avait 5 branches car elle symbolisait les 5 continents que la révolution communiste devait finalement atteindre: l'Europe, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique et l'Océanie. Le marteau symbolisait l'ouvrier urbain, tandis que la faucille symbolisait l'ouvrier rural. Et par la combinaison de ces deux pouvoirs... Et de l'eau! Cœur! Par la combinaison de vos pouvoirs, je suis le capitaine Planète. Allez, planète! Le problème était de faire descendre ces aigles. Aucune grue en Union soviétique ne pouvait atteindre cette hauteur. La tour Trotskaya, la plus haute d'entre elles, atteint 80 mètres. Ils ont donc dû inventer des grues pouvant être montées sur les parties supérieures des tours. Des supports ont été placés aux fenêtres supérieures pour une plateforme métallique circulaire portant le bras de la grue qui élevait ou abaissait les symboles. Ainsi, le travail de retrait des aigles a commencé, ce qui a pris environ 2 semaines pour être achevé. Ce n'est qu'ensuite que les étoiles ont été hissées, mais il ne s'agissait pas de n'importe lesquelles. Le projet des nouveaux symboles a été confié à l'Institut central d'hydrodynamique de Moscou. Cela a abouti à 4 grandes étoiles en cuivre et acier inoxydable, recouvertes de 67,9 kg d'or. Elles ont été ornées d'environ 7000 pierres semi-précieuses extraites dans les zones rurales
comprenant du cristal, des améthystes, des alexandrites, des topazes et des aigues marines de 20 à 200 carats. Le travail de sertissage a été réalisé par 250 joailliers en 45 jours. Les 4 étoiles avaient aussi des motifs variés. Celle de Nikolskaya était la plus simple, avec des rayons en métal lisse. Celle de Borovitskaya était similaire, mais avec une bande de contour autour. Celle de Spasskaya était ajourée, avec des rayons allant du centre jusqu'aux extrémités, et celle de Trotskaya présentait des rayons en forme de losange. Comme chaque nouvelle étoile pesait environ 1 tonne, les tours ont dû être renforcées structurellement. Sinon, le vent pourrait arracher les étoiles ainsi que le sommet des tours. Pour atténuer ce problème, les étoiles ont été montées sur une base à roulement qui leur permettait de tourner selon la direction du vent. Ainsi, tout Moscou pouvait voir les étoiles de face périodiquement. Une fois près, les nouvelles étoiles et anciennes aigles ont été exposées au public du parc Gorky, pour que le peuple apprécie le passage de l'ancien au nouveau. Le 25 octobre 1935, la première étoile a été érigée sur la première tour. Mais le rêve n'a pas duré longtemps. Quelques mois plus tard, le climat rigoureux de Moscou avait terni la pierre et le métal. Et les étoiles semblaient maintenant être les symboles d'un régime décadent. Les gens n'avaient pas non plus aimé les étoiles, se plaignant qu'elles étaient trop grandes par rapport à la taille des tours. Ainsi, il a été décidé qu'elles seraient remplacées seulement 2 ans plus tard. En mai 1937, il a été décidé de les remplacer par de nouvelles étoiles en verre de rubis. Cette fois sans l'insigne fossile marteau, avec un dessin uniforme. Ils ont aussi décidé d'ajouter une 5e étoile au sommet de la tour Vodovzvodnaya, remplaçant la girouette. Il y aurait donc 5 étoiles à 5 branches sur 5 continents. Tu comprends ? Des spécialistes en métallurgie de 20 usines ont été mobilisés pour le projet des nouvelles étoiles. Celles-ci ont été construites dans un alliage d'acier inoxydable recouvert d'or, avec un total de 11 kg de métal précieux utilisé pour les 5 étoiles. Cependant, la nouveauté la plus remarquable était justement l'introduction du verre rubis. Et ce n'était pas n'importe quel verre. Le verre rouge des nouvelles étoiles devait résister au climat, aux changements brusques de température. Il ne pouvait pas se décolorer ni même subir d'usure structurelle à cause du rayonnement solaire. Créer ce verre miraculeux fut la tâche du maître verrier Nikanor Kurochkin, qui a personnellement supervisé la fabrication de chaque pièce. Les étoiles devaient également être éclairées de l'intérieur. Et, pour permettre un éclairage uniforme, Kurochkin a créé une couche de verre opalin de 2 mm d'épaisseur, séparée du rubis par environ 1,5 mm. Le verre opalin avait 2 fonctions. La première était de rendre la lumière de la lampe plus diffuse, et la seconde était d'agir comme réflecteur de la lumière solaire. Parce que sans lui, le verre rubis paraissait noir pendant la journée. Des lampes spéciales de 3700 watts ont été créées pour les tours Vodovzvodnaya et Nikolaïevskaya, et de 5000 watts pour les 3 autres. Pour garantir que les étoiles ne s'éteignent jamais, 2 filaments parallèles couraient l'un jusqu'à l'intérieur de l'étoile. Si l'un brûlait, l'autre continuerait à briller. Des générateurs autonomes dans chaque tour assureraient l'électricité même en cas de coupure. Il n'était pas nécessaire de remplacer les ampoules depuis l'extérieur. Un système spécial a été développé pour récupérer l'ampoule grillée depuis l'intérieur de la tour et la remplacer en environ 30 minutes. Pour obtenir une lumière uniforme à l'intérieur de l'étoile, chaque ampoule était entourée d'un réfracteur qui dirigeait la lumière vers chaque extrémité de la pièce. Le contrôle de l'éclairage des étoiles se faisait à distance, avec un contrôle individuel dans chaque tour et un contrôle centralisé installé dans la tour Troïtskaya. Un système de ventilation a aussi été installé pour chasser la poussière et refroidir les ampoules. Il y avait 2 ventilateurs, un principal et un secondaire, capables de pomper jusqu'à 600 mètres cubes d'air par heure à l'intérieur des étoiles. La première étoile de rubis a été installée en septembre 1937, les 4 autres en octobre. L'étoile retirée de la tour Spasskaya a été immédiatement installée à la gare fluviale nord de Moscou, qui venait d'être récemment construite. Et elle s'y trouve encore aujourd'hui. Les 5 tours ayant des tailles différentes, les étoiles ont été conçues pour sembler identiques vues du sol. Ainsi, l'étoile de Vodovzvodnaya mesure 3 mètres de diamètre, celle de Borovitskaya mesure 3,2 mètres, celle de Troïtskaya mesure 3 mètres et demi, et celle de Spasskaya et Nikolskaya mesurent toutes 3 mètres 75. Les étoiles ont été allumées pour la première fois, dans la nuit du 2 novembre 1937.
Depuis, leur éclat énigmatique illumine le Kremlin lors des nuits froides de Moscou. Ils incarnent effront la vigilance constante du gouvernement soviétique sur la nation. Au début de l'invasion allemande de l'Union soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale, les bâtiments du Kremlin ont tous été repeints pour tromper les aviateurs allemands lors de leurs attaques de bombardement sur la capitale russe. Les étoiles ont été couvertes et éteintes. Elles n'ont été rallumées qu'une seule fois pendant la guerre, lors du célèbre défilé sur la place Rouge, dans la nuit du 7 novembre 1941. Les troupes sont parties directement de là pour le front, afin d'empêcher les Allemands de prendre Moscou. Peu après la victoire soviétique sur l'Allemagne, Staline a ordonné la remise en marche des étoiles, qui se sont remises à briller le 10 mai 1945. Avec la fin de l'Union soviétique, en décembre 1991, le drapeau rouge a été abaissé pour la dernière fois, mais les étoiles rouges sont restées solidement au sommet des tours. Depuis 1937, en dehors de la guerre, les étoiles n'ont été éteintes qu'une seule fois. Cela s'est produit en 1998 lors de la production du film Le Barbier de Sibérie du réalisateur oscarisé Nikita Mikhalkov. Depuis les années 90, des discussions existent pour remplacer les étoiles par des aigles à 2 têtes. En 2010, lors d'une opération de maintenance sur la tour Spasskaya, une demande officielle a été adressée au gouvernement russe. Le général Sergei Klebnikov, commandant militaire du Kremlin, a déclaré « L'étoile restera à sa place. Nous envisageons la possibilité de remplacer l'ampoule par une version moins coûteuse en termes d'économie d'énergie. Mais quand l'échafaudage sera enlevé de la tour, vous verrez une étoile, propre, polie et brillante, pas un aigle à 2 têtes. Apparemment, plus qu'un simple souvenir de l'époque soviétique, les étoiles ont désormais un lien émotionnel avec la population de Moscou, qui s'est habituée à leur éclat au-dessus du Kremlin. Et vous, que pensez-vous ? Faut-il garder les étoiles rouges ou remettre l'aigle Romanov au sommet des tours du Kremlin ? Envie de plus de vidéos sur l'histoire russe ? Donnez votre avis en commentaire. Mais pour compléter l'histoire des étoiles rouges du Kremlin, je ne peux pas laisser de côté leur rôle dans la saga de science-fiction de l'auteur russe Dmitri Gloukovski, Metro 2033. Je sais que beaucoup ici ont déjà joué au jeu sur PC, PlayStation ou Xbox. Mais je vous conseille vraiment de lire les livres. L'histoire commence par une guerre nucléaire mondiale qui frappe Moscou en 2013. Tout à la surface est détruit. Et seuls survivent dans ceux qui parviennent à atteindre le réseau de métro de la ville. Le métro de Moscou, construit durant la guerre froide, servait aussi d'abri anti-bombe en cas de guerre nucléaire. 20 ans plus tard, les survivants se sont séparés en factions rivales dans le vaste métro. Des nazis, communistes et capitalistes luttent pour la suprématie parmi divers petits groupes de stations. À la surface, les radiations ont modifié les formes de vie, créant de terribles monstres prédateurs. Dans ce contexte vit le jeune Artyom, protagoniste de l'histoire. L'intrigue implique également divers éléments surnaturels, qui ne sont pas toujours complètement expliqués, laissant l'esprit du lecteur travailler frénétiquement. À un moment de l'histoire, Artyom se prépare pour sa première expédition en surface. Il parle avec Daniel dans son logement. « J'aimerais savoir si on peut voir le Kremlin quand on monte pour aller à la bibliothèque », dit Artyom dans le vide, pensant que Daniel était déjà presque endormi. « Bien sûr qu'on peut, mais il ne faut pas regarder là-bas parce qu'on est attiré, » murmura Daniel. « Que veux-tu dire par « on est attiré » ?» Daniel se redressa, appuyé sur les coudes, et son visage, devenu un portrait de mécontentement, fut illuminé par la lumière jaune de la bougie. Les pilleurs disent encore qu'on ne peut pas regarder le Kremlin quand on monte là-haut. Et surtout pour les étoiles qui se trouvent sur les tours. Et que quand quelqu'un regarde là-bas trop longtemps, le Kremlin commence à l'attirer. C'est pour ça que les pilleurs ne vont jamais seuls à la grande bibliothèque. Si l'un regarde par hasard vers le Kremlin, l'autre doit immédiatement détourner son attention. « Qu'y a-t-il dans le Kremlin » demanda Artyom en avalant sa salive. Personne ne sait, car aucune des personnes qui y sont entrées n'en est jamais ressortie. Tu as aimé ? Je ne vais rien raconter de plus, hein ? Maintenant, c'est à toi. Alors, tu as aimé cette vidéo ? Suis-nous sur Instagram, abonne-toi et active la cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Je vais m'arrêter ici. Je te remercie énormément pour ton audience et je t'envoie une grosse accolade. De la sala de guerra.